Bonjour à toutes et à tous et merci de venir assister à cette rencontre qui vous est proposée par la 30e édition de la Comédie du Livre de Montpellier. Comédie du Livre de Montpellier qui est organisée, vous le savez, par la ville de Montpellier et puis par l'association Cœur de Livre. Comédie 30e édition qui met à l'honneur les littératures ibériques et qui offre 2 cartes blanches. Une laissée à Lydie Salvert et l'autre aux éditions Viviane Ami parce que c'est leur 25e anniversaire cette année. La rencontre d'aujourd'hui, en fait, s'appelle Dialogue autour du roman documentaire et elle réunit, alors là, 2 auteurs dont vraiment je me suis régalée avec leurs 2 romans. Adrien Bosc, bonjour. Bonjour. Avec votre roman qui s'appelle Constellation et qui est sorti chez Stock. Et puis vous, Jean Materne, bonjour. Bonjour. Vous avez écrit Septembre et qui est paru chez Gallimard. Voilà. Alors, on va se prêter à l'exercice un peu difficile de présenter les auteurs. C'est un peu fastidieux plus que difficile. Jean Materne, vous signez là votre 4e roman, je crois, chez Gallimard. Vous êtes aussi l'auteur de Les Bains de Kirali, De lait et de miel, et puis Simon Weber. Septembre... Non, excusez-moi. Constellation, Adrien Bosc. C'est votre premier roman. Oui. Il a été nominé pour les prix suivants, le Goncourt, le prix de Flore, le Grand Prix du roman de l'Académie française, le prix Renaudot et le Grand Prix de lectrice de Elle. Et il figure aussi parmi les 4 finalistes du prix Jean Giono. Voilà. Vous avez reçu le prix de la vocation, c'est ça ? Oui. Et en octobre, le prix du roman de l'Académie française. Voilà. Donc, pourquoi avoir réuni Jean Materne et Adrien Bosc sur le même plateau ? Parce qu'ils ont écrit tous les 2 un roman qui, effectivement, s'appuie, s'ancre, porte un fait historique, réel et ayant existé. Donc, effectivement, ils ont construit des fictions autour de ces romans, autour de ces moments historiques, en fait. Donc c'est un des points communs qui relient ces 2 romans. On va essayer d'en discuter ensemble, tous les 3. Alors, je vais me livrer à l'exercice pas facile du pitch. C'est-à-dire, je vais essayer, sans être trop réductrice non plus, de vous raconter les petites histoires de ces 2 grands romans. Alors, Septembre, c'est les Jeux Olympiques de Munich qui sont... mis sous les feux par Jean Materne. Jean Materne a inventé un personnage qui s'appelle Sébastien, qui est journaliste anglais et qui est à la retraite et qui, en 2012, même à la retraite, reçoit un appel. Il a été journaliste toute sa vie. Il reçoit un appel et on lui dit les Jeux Olympiques se passent à Londres. C'est, je crois, la meilleure manière de terminer ta carrière en beauté, même si elle est officiellement finie. Tu as fait Munich en 72, couvre Londres en 2012. Sachant que Sébastien est volontairement, je pense, mais on va y revenir, c'est un journaliste certes, mais pas un journaliste spécialisé en sport. Ce qui, dans les Jeux Olympiques de Munich en 72, va avoir son importance. Parce qu'il n'arrive pas en terrain conquis, parce qu'il va arriver à Munich fragilisé par le fait qu'il n'est pas un spécialiste de ce qui l'entoure, de ce qui se passe, et il va devoir se tenir dans une posture plus d'ouverture, d'écoute, et ça va le rendre, en tout cas, ça va lui permettre de vivre certaines choses. Et on reviendra... Il refuse, dans cette espèce de préface qui est l'explication de Sébastien, il refuse, il dit aussi que leur fille qu'il a eue avec sa femme, avec laquelle il est toujours, est morte il y a quelques années, et ça aussi, on y viendra, mais ça a son importance. Et après, il dit... Je refuse et je vais écrire pourquoi je refuse. Ça, c'est pour Septembre de Jean Materne. Jean Materne, vous êtes à peu près d'accord avec ce que je viens de dire ? Oui, c'est l'épilogue du roman. En tout cas, voilà, j'ai rien écorché. Ouais. Et Constellation, Adrien Bosc. Alors là, Adrien Bosc va nous offrir un roman qui, lui, est construit autour du crash de l'avion qui emmenait Marcel Cerdan aux États-Unis. Marcel Cerdan et Ginette Neveu, une violoniste... internationalement reconnue. Voilà. Alors, ça c'est posé, c'est campé. Maintenant, on peut commencer la discussion tous les 3.
pourquoi avoir choisi tous les deux un fait historique comme ça pour faire naître vos romans? Finalement, le fait divers compte moins qu'il n'en a l'air. L'aspect documentaire compte bien moins comme élément déclencheur pour l'écriture d'un roman, en tout cas dans mon cas, que cela peut y paraître, en tout cas au premier regard. Finalement, il y a toujours une démarche qui préexiste même à la découverte d'un fait divers, d'un événement qu'on a envie de raconter, même une histoire personnelle. Sinon, finalement, effectivement, on écrirait un documentaire, on écrirait un livre d'histoire, et il n'y aurait pas cette sensibilité particulière ou cette envie d'y inscrire notre propre subjectivité et quelque chose de nos obsessions. Et dans mon cas, ce qui préexiste à l'écriture de ce roman, c'est le souhait de questionner réellement la notion de destin, de hasard, de nécessité, ce qui peut distinguer toutes ces notions qui finalement semblent comme liées dans un même magma qui est celui de notre destinée. Et on a tous ces anecdotes personnelles de ces moments de nos vies où on se dit a posteriori, finalement, si je n'avais pas pris à droite ou à gauche, finalement, si je n'avais pas parlé à cette personne, ma vie serait tout autre. Alors on lui donne une importance un peu mystique parfois en se disant que il en est de la destinée, ou on peut être un peu plus rationnel et se dire qu'il s'agit de pur hasard ou voire chimique parfois, de rencontres un peu physiques comme ça. Et tout le roman en fait est essentiellement tenu par cette question-là qui est une obsession personnelle, en tout cas pendant un moment, de vouloir les distinguer sans jamais de donner réponse, parce que je n'ai pas plus de réponses qu'un autre, et heureusement, mais finalement que chaque personne dans cet avion, par le trajet qui est le sien, puisse être comme un symbole, un représentant d'une des formes de cette destinée, d'une des formes de cette nécessité, de ce que certains appellent le hasard objectif, que d'autres appellent la fatalité, ou bien d'autres encore la prédestination chrétienne, par exemple. Et tout ça est résumé dans l'exergue du livre, qui est une citation d'Antonio Tabucchi, issue d'un livre qui se passe également aux Açores. Et donc les choses sont bien faites. Les Açores, parce que c'est l'endroit exact où s'est crashé l'avion. Voilà, cet archipel au large du Portugal. Et cette phrase d'Antonio Tabucchi, donc je vais citer, c'est « La combinaison de quelques mots suffit parfois à orienter notre vie ». Et la question centrale du livre est celle-là. Et finalement, le fait divers et André Breton, qui a une importance aussi dans ce livre pour la notion de hasard objectif, avait une phrase à propos des faits divers. Il disait « Les faits divers sont des contes pour adultes, pour grandes personnes ». Et c'est ce que j'ai voulu faire. J'ai voulu faire un conte pour grandes personnes, à partir de ce fait divers. Et un conte a toujours cette partie un peu finale, comme ça, qui questionne aussi un peu la morale de l'histoire. Et voilà le trajet qui était le mien, en tout cas, avant la découverte de ce fait. Évidemment, il y a un déclencheur, un peu comme, vous savez, vous avez l'impression qu'un fait vous appelle et qui demande à être écrit. Et c'est les fameuses anecdotes, et sans rien comparer, évidemment, parce que ça serait bien présomptueux, mais que c'est l'histoire de Truman Capote qui, un jour, feuillette le New York Times et voit un entrefilé sur ce meurtre dans l'Arkansas, et ça devient une obsession personnelle, et il y va. Pourquoi ce fait-là l'obsède plus qu'un autre? Et dans mon cas, c'est une vidéo, et c'est d'avoir visionné l'histoire, donc une vidéo du Grand Échiquier où Jacques Chancel recevait Étienne Batelot, et où apparaissait un peu de manière étrange un des morceaux du violon qui était ramené par un pianiste, enfin toute une histoire rocambolesque, un des morceaux qui était la volute du Guadagnini de Ginette Neveu. Et cette image d'un objet qui traverse les époques et qui vient réactualiser un drame, c'était la forme du conte aussi pour moi. Ces contes de violon qu'on retrouve chez Hoffmann ou chez Tourguenieff. Et c'était la volonté de dire, bon, bah, ok, c'est mon conte, c'est celui que je veux raconter. Donc réellement, enfin, je crois, Jean Maderne va nous le dire, mais vous étiez un enfant quand les Jeux Olympiques de Munich ont eu lieu. Donc vous partez de quelque chose qui était peut-être moins personnel, plus à distance de vous. C'est cette rencontre aussi concrète de cette vidéo. Oui, même... c'est ce que j'ai ressenti. Ça m'a semblé exotique, lointain au départ. Mais plus la quête avance, l'enquête,
plus évidemment les connexions se font nombreuses, et c'est le sens du titre. C'est évidemment que l'avion c'est un constellation, mais qu'il n'y a qu'une personne qui relie les points entre eux pour former une constellation. Vous levez les yeux au ciel, vous formez vous-même. L'arbitraire de l'œil humain le forme. Et donc, ce livre pourrait être écrit par 10 écrivains différents. Vous auriez à chaque fois un livre différent, quand bien même le fait divers serait objectivement historique et existé. Parce que c'est les relais que l'on fait en tant qu'écrivain. Et donc, distant dans les premiers temps, il devient intime à la fin. Et c'est la présence même du jeu qui le rend intime à la fin. Jean Materne. Je crois que quand on nous pose ce genre de questions en débat, pourquoi vous avez décidé d'écrire sur ça, il faut qu'en tant qu'écrivain, on soit honnête avec le public. Parfois, on décide de pas grand-chose et on reconstruit après les raisons qui nous ont amenés à écrire. Après, il y a en effet des faits objectifs qui parfois servent de catalyseur ou de déclencheur. Dans mon cas, ça a été à l'approche des Jeux de Londres, donc en 2012, au printemps 2012, j'avais lu dans la presse que le Comité olympique international avait refusé d'organiser une minute de silence que la délégation israélienne avait demandé pour commémorer les événements de Munich 72. Je crois que cette nouvelle, qui m'a choqué, qui m'a troublé, qui m'a révolté même, je dirais, a fait revenir cette émotion que j'avais ressentie quand j'avais 7 ans. Je dois préciser que mon père travaillait en Allemagne à l'époque et que j'étais donc sur place, pas très loin de Munich. J'étais pas dans le stade, mais j'étais dans cette ambiance qu'était l'ambiance allemande des Jeux. Et cette émotion d'incompréhension du petit garçon de 7 ans devant d'abord cette grande fête que devaient être les Jeux de Munich. Je vous rappelle que le slogan officiel avait été Heitere Spiele, les Jeux joyeux. C'était un moment où l'Allemagne devait présenter un autre visage au monde entier. Et puis l'éruption de la violence sur une question politique que je ne pouvais pas comprendre évidemment en tant que petit garçon. Et donc moi j'ai travaillé à partir de cette émotion-là. Et puis je crois que cette émotion-là, parce qu'il y a eu un croisement qui s'est fait pendant les mois d'écriture, a rencontré le besoin de creuser la question comme toi tu creuses la question du destin ou de la destinée, de la passion, de la rencontre passionnelle, et dans quelles conditions une rencontre passionnelle peut se faire. Et sans que je décide vraiment sciemment de quoi que ce soit, ces deux histoires se sont croisées. Et j'ai senti que cette rencontre passionnelle dont j'avais envie de parler en tant que romancier, elle devait se passer dans le cadre dramatique des Jeux de Munich. Donc c'est, je crois, au fil de l'écriture, devenu un drame intime à l'intérieur d'une tragédie collective. Et j'ai senti que j'avais besoin que cette tragédie collective, qui en fait, encore une fois, a servi un peu de catalyseur, parce que c'est vraiment cette demande de la délégation israélienne qui avait tout déclenché, il fallait que cette partie-là soit totalement exacte. Et c'est là où j'ai commencé les recherches, en fait. Et sur cette partie vraiment donc, documentaire dont on pourra parler, qui ont été, je pense, cette partie pour toi aussi, nécessaire pour l'écriture de vraiment rechercher les faits. Alors justement, je voulais exactement en venir là, c'est-à-dire que tous les auteurs ne partent pas comme ça avec la posture de la dimension documentaire. J'imagine que vous êtes tous les deux archi-documentés, et à tel point que j'imagine aussi que ça a dû être compliqué pour vous de vous défaire, de savoir vous défaire de ce qui est de l'ordre de l'archive du documentaire pour vous permettre le passage à la fiction aussi. Comment vous l'avez vécu, ça ? Vous touchez juste, parce que c'est une question qui se pose, en tout cas quand on part de faits réels, c'est d'avoir une exigence dans la recherche, une exigence qui demande du temps, qui nécessite une enquête longue, et donc une collecte de faits. À partir de cette collecte de faits, cette reconstitution historique, qui, et on doit le dire tout de suite, ne peut être vérité, puisque ça, c'est quelque chose qu'on doit oublier d'emblée, parce que l'histoire est toujours fiction, l'histoire est toujours reconstruction, l'histoire est soit celle des vainqueurs, soit celle des vaincus. On retravaille l'histoire, les histoires, par exemple, familiales, on pourrait penser qu'elles sont justes, on le sait à quel point elles ne le sont pas, parce que c'est comme en France, si on écoutait la plupart des familles, vous avez un résistant par famille, mais si on écoute l'histoire, il y a 1% des Français qui étaient résistants, donc qu'est-ce qui s'est passé, où sont passés les autres résistants, enfin, il y a toujours une reconstitution. Il suffit que votre oncle se soit fâché avec votre père
et puis l'oncle devient le méchant dans l'histoire familiale, enfin, je sais pas, c'est toujours très compliqué. Donc, si vous partez d'emblée de ça, et en même temps vous collectez des faits, parce que l'état civil, les journaux, vous recoupez à partir des journaux une première base d'informations. À partir de ces informations, vous savez que la presse elle-même est évidemment mensongère, souvent, que la presse brode les faits. Donc vous vous méfiez aussi de ça, vous recoupez, vous avancez, et puis vous avez comme des carnets qui s'accumulent de faits, de citations, de documents, d'extraits, et tout ça devient une matière angoissante pour l'écrivain. Alors se pose une seconde question, et qui distingue effectivement ces livres de livres d'histoire, c'est que vous savez, vous, en tout cas en tant qu'écrivain, que vous ne visez pas l'exhaustivité, vous ne visez pas la vérité objective, et comme je le disais, de toute façon elle n'existe pas, mais en plus vous n'avez pas ce leurre. Et donc il est une autre question qui se met en place, c'est celle de la construction du roman. Oui. Et elle est centrale, en tout cas dans mon cas, parce qu'elle permet d'éviter le pensum, oui, d'éviter de transformer ça en un alignement de faits, de dates. Tout à fait. Ce qui est au cœur, en tout cas pour moi, du travail du romancier, mais c'est vraiment un avis, en tout cas d'expérience unique, mais que je réitère, et dont j'ai l'impression qu'elle est au cœur de mon travail, c'est comment créer une armature narrative pour accueillir les faits. Et tant qu'elle n'est pas trouvée, il ne sert à rien d'écrire. Enfin, on peut écrire des bouts, on écrit des bouts qui s'accumulent dans des carnets, mais rien de bon ne peut en sortir, en tout cas dans mon cas, si l'armature, je le vois très bien, et je vois très bien quand elle brille, et quand elle a l'air efficiente, quand je sens que ça va aller, qu'elle est bien polie, et que c'est parti. Et finalement, j'ai collecté pendant 1 an et demi, j'ai enquêté, et puis je me suis retrouvé avec cette masse d'informations, et pendant 6 mois, je n'y ai pas touché du tout. Et parce que je savais que la construction n'était pas là. Et puis un jour, je ne dis pas que c'est arrivé comme Enchantement du Vendredi Saint, mais... en toute humilité. Voilà. Mais j'ai eu l'impression, parce que c'était au cœur d'un questionnement, parce que la construction sert à répondre à une question profonde du roman. Dans mon cas, c'était comment maintenir la tension entre la vitesse, la dynamique du récit des faits, de cet avion, de ce crash, de l'arrivée des secours, de la reconstitution des faits par cet avion fantôme, entre guillemets, qui vient reprendre le relais. Donc raconter les faits dans une dynamique, et en même temps tenir hommage, forme d'hommage pour les passagers, des anonymes aux plus connus, et de faire ce qu'on appelle en littérature des tombeaux. Donc finalement avoir deux tensions qui sont diamétralement opposées, la vitesse et l'inertie, le tombeau, quelque chose de très fixe. Et en fait, j'ai décidé de l'assumer complètement, et c'est là où est née la construction, c'est-à-dire de se dire, bon, je vais alterner, je vais créer cette armature, cette forme-là, une alternance de chapitres entre l'avancée de l'avion, un tombeau, l'avancée de l'avion, un portrait, comme ça, et puis se dire, le crash arrive, ce sont les secours qui prennent le relais de cette avancée, et en même temps, s'inscrivent les portraits. Et ça devenait, comme, en tout cas pour moi, comme un jeu de puzzle, et je savais que je pouvais commencer à écrire, je ne sais pas, le 18e chapitre en premier, puis le 16e, et que tout ça, à la fin, pourrait même être réemboîté, déboîté, changé, parce que, même si évidemment, un peu comme dans un roman noir, un peu comme dans d'autres romans avec une part d'enquête, des éléments, d'objets étaient comme des indices aussi, et que je pouvais jouer de ce rôle-là, c'est-à-dire que vous faites une description d'un premier passager et vous faites une description un peu plus poussée d'un médaillon. Et ce qui est assez amusant quand vous faites ça, en tout cas c'est ce qui se passe dans le roman noir ou dans d'autres, c'est que le lecteur sait bien, en lisant, ah, ça a peut-être une importance, mais souvent on se moque de lui parce que, en fait, on n'entendra plus jamais parler de ce médaillon. Et par contre, après, vous pouvez le trouver sur les lieux du crash, et ça devient ce qui permet de redécouvrir une personne et de l'authentifier. Donc, vous parsemez comme ça d'objets qui ont des liens entre eux, qui avancent ensemble. Et c'est, à mon avis, comme ça qu'on se dégage de ce... En tout cas, vraiment dans mon cas, se dégage de l'amoncellement de faits.
Oui, j'ai rencontré les mêmes problèmes qu'Adrien et aussi un peu la même solution, si j'ose dire. C'est-à-dire que l'écriture devient possible au moment où on a trouvé, en tout cas dans mon livre, comment les deux facettes de mon livre s'emboîtent. C'est-à-dire à quel moment l'histoire de Sébastien, journaliste britannique, et celle de Sam, journaliste américain rencontré sur place, épouse ou l'histoire collective. Quand j'avais trouvé à quel moment justement et dans quels interstices de l'histoire collective je pouvais glisser cette histoire fictionnelle, c'est à partir de ce moment-là que la construction du livre a été évidente et que j'ai pu me défaire un peu de cette documentation qui devient un peu, enfin en tout cas dans mon cas un peu obsessionnelle. Hein. Moi, quand on commence ce genre d'enquête, on peut plus s'arrêter. Et c'était plus presque un problème au quotidien pour ma famille puisque j'en parlais tout le temps et que je faisais des recherches tout le temps et je trouvais une nouvelle source et dans les archives ou des vidéos de la télé allemande tout d'un coup, et puis je suis allé plus loin, toujours plus loin. J'ai lu des centaines de pages de documentation très ennuyeuses sur les normes de construction des JO, le cahier de charges des Allemands, les décisions, qui a voté pour que les Jeux soient attribués à l'Allemagne. Je savais des milliers de choses qui m'ont servi à rien dans l'écriture, évidemment. Et c'est vrai que ça devient un peu obsessionnel et c'est plus facile au moment où tout d'un coup, comme oui, un peu par enchantement, on trouve, c'est là que je vais pouvoir placer ça et que ça s'emboîte et que j'ai trouvé. Moi, il y avait un autre souci, si j'ose dire, qui m'a un peu, non pas paralysé, mais qui était présent pendant assez longtemps pendant l'écriture. C'était une question éthique par rapport aux victimes. Oui, on y viendra aussi. J'avais l'impression que je leur devais cette exactitude absolue, même si évidemment, tu l'as très justement dit, il n'y a pas une vérité historique, elle est toujours sujette à interprétation, mais au moins sur vraiment tout simplement les faits, les heures, le déroulement de la journée, de la prise d'otage, que je ne devais pas être dans j'invente quelque chose. Et ça très vite aussi, évidemment, cette question d'éthique, éliminer ce qui aurait été une autre option, peut-être pour un autre romancier que je ne suis pas, de me mettre dans la tête soit d'un otage, soit d'un preneur d'otage. Pour moi, c'est exclu pour des raisons d'éthique. Je ne me voyais pas, il y a encore des veuves et des orphelins en Israël, de ces 11 victimes. Je ne me voyais pas assumer ça par rapport à ces victimes collatérales en fait, du drame de Munich. Donc c'est à ce moment-là que j'avais clairement décidé que ma position de romancier pouvait seulement épouser le regard d'un journaliste en fait, qui est confronté et ça m'a donné la construction en fait, du roman. Donc ce problème entre guillemets d'éthique m'a aidé aussi finalement dans l'écriture pour trouver le bon point de vue du narrateur que je cherchais. Alors, en ce qui concerne la narration, en fait, vous avez choisi deux outils différents. En fait, vous, Jean Materne, c'est vraiment Sébastien qui porte la narration. Et chez vous, Adrien Bosc, on trouve un jeu un peu ambigu, un peu flou, dont on va comprendre je dirais, à la fin du texte, à la fin de votre roman, que ce travail d'enquête qu'il mène lui permet aussi, lui, de faire une sorte de deuil. On ne sait pas le deuil de quoi. On peut, suivant quel lecteur on est, suivant quel moment on lit le livre, on peut y voir le deuil d'une histoire d'amour, on peut le voir deuil de quelque chose de plus familial, etc., etc. Que vous ont permis ces deux voies, ces outils narratifs, en fait? J'avais... alors, comme c'est un... Et je reviendrai sur quelque chose qu'a dit Jean Materne et que je trouve très intéressant et que j'aimerais prolonger. Mais d'abord, donc, pour vous répondre, effectivement, le jeu, et pour tromper personne, le jeu est très tardif dans le livre, vraiment très tardif. Et il arrive un peu comme un point d'exclamation dans le livre. Il arrive aussi au seul moment où ce jeu-là rencontre un survivant, enfin un descendant d'un survivant. Alors c'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est un élément déclencheur parce que pour un premier roman, vous avez entre guillemets une espèce d'a priori qui serait, c'est souvent un cri du cœur, c'est souvent un cri de révolte, c'est le jeu qui advient et qui hurle son désespoir ou qui hurle son mal-être. Et je m'en étais prémuni, j'étais absolument certain que je pouvais m'en défaire. J'avais créé cette structure, j'étais en train de me dire, bon, je n'apparais pas, c'est très bien. Et j'avais cette troisième personne du singulier, que j'aime beaucoup, qui, pour moi, a une omniscience que n'a pas le jeu. Parce que il est autant conscient
du présent, du passé de chacune des victimes, qui n'a cette préscience de l'avenir, de ce qui va arriver. Et je ne souhaitais pas créer un personnage ex nihilo qui soit dans le récit et qui soit peut-être un enquêteur ou autre et qui re-raconte les faits. Et je comprends tout à fait qu'on fasse comme ça, mais en tout cas, ce n'était pas la manière pour moi de raconter cette histoire. Et donc, j'avais créé cette alternance comme ça, où le il, en fait, c'était comme une sorte de portrait sous forme d'esquisse de chacun. Et comme je l'écris dans le livre, en refusant l'idée d'un petit théâtre d'ombre où chacun viendrait sur le devant de la scène prendre son jeu et dire je suis Ginette Neveu et voilà comment s'est passée mon histoire, où je me baladais, j'étais le long des avenues et je croisais ces affiches, je ne sais pas, et quelque chose qui pour moi paraissait artificiel absolument, et effectivement pouvait avoir à voir avec une question aussi éthique, mais surtout c'était l'aspect, je craignais l'aspect artificiel qui me rebutait davantage. Et je m'étais prémuni de ça, et puis en fait, en écrivant, j'ai quand même une volonté d'honnêteté avec le lecteur et dans la relation, parce que je ne sais pas qui est le lecteur quand j'écris, mais j'en ai un imaginaire, et j'entends, je vois très bien, je ne sais pas à quoi il ressemble, mais j'écris un peu comme ça. Et à un moment, effectivement, ce jeu de construction était très utile, mais pouvait tourner à vide. C'est-à-dire devenir une machine froide. Une machine froide, et c'est là où, d'une manière éthique, ça devenait le plus difficile. C'est de se dire, ça arrive pour moi à un moment où je dois raconter l'histoire d'un des passagers qui est Ernest Loewenstein. En quelques mots, Ernest Loewenstein est tanneur. Il vit entre Casablanca et New York. Sa famille vit à New York. Et il a une tannerie à Casablanca et à Strasbourg. Et Ernest Loewenstein a une particularité, en tout cas une histoire, qui est très cocasse et qui a fait l'objet d'entrefilets dans la presse au moment de sa mort. Il retournait aux États-Unis pour se remarier avec sa femme dont il avait divorcé un mois plus tôt. Donc une histoire absolument rocambolesque et avec cette invention qu'a le réel, cette capacité d'imagination du réel. Et j'explique dans ce chapitre, parce que j'ai commencé à écrire là-dessus, et puis j'ai découvert, effectivement, par des recherches, et puis à un moment, je tombe sur une d'un journal américain de l'époque, où on voit le fils d'Ernest Loewenstein, Robert Loewenstein, dans les bras de sa mère à l'aéroport. Et il est écrit Bobby Loewenstein, 9 ans, et après qu'on leur a expliqué que... Et je me dis, vraiment, en utilisant les outils de l'enquête, bon, Bobby Loewenstein, donc Robert, 9 ans, c'est donc né en 1940, il n'y en a peut-être pas 10 000, effectivement il y en avait 3, le premier est pédopsychiatre. Dans les recherches, je me dis, il vous est arrivé de ça dans le vie, psychanalyste de bas étage, mais c'est peut-être le métier, peut-être en tout cas il y a une vocation qui peut naître d'un tel trauma, et je le contacte, et effectivement c'est lui. Immédiatement, la première intuition était la bonne. Et au moment où nous entamons cette conversation et où on s'appelle, j'explique et je commence à écrire. En fait, j'aurais pu manquer ça. Et j'aurais pu m'attarder sur cette histoire cocasse. J'aurais pu raconter qu'est-ce que c'est que la ville de Reno, une ville qui s'est construite autour du divorce, où les gens venaient comme ça pour un mois, le temps d'avoir un temps de résidence suffisant pour obtenir le divorce, avec l'histoire de la femme de Chaplin. Enfin, j'aurais pu raconter comme ça et raconter une époque. Et je dis, j'aurais manqué une plus belle histoire, parce que l'histoire est toujours plus... la réalité est toujours plus inventive. Puisque lui me raconte l'histoire de ses parents qui sont 2 juifs immigrés, l'un de Westphalie, l'autre de Lituanie, qui se rencontrent à Paris. Sa mère tombe enceinte de Robert. Lui entre dans la Légion, son père, et la guerre est déclarée. Les Allemands arrivent et elle fuit Paris. Elle est aidée par des Français pour traverser les Pyrénées en voiture. Ils se rejoignent à Casablanca. Enfin, une histoire qui devient un roman en lui-même, une ébauche de roman. Et
je me suis dit, bah voilà, j'ai envie de déconstruire mon propre mécanisme et d'expliquer avec un jeu pourquoi ça peut tourner à vide et pourquoi je peux manquer ça. Enfin, une forme d'honnêteté. Et pardon, et après je m'arrête, mais pour revenir Jean Materne disait quelque chose à propos des faits qui en appellent d'autres et à quel point une enquête peut devenir sans fin. Et c'est là où on a trait au roman, parce qu'une enquête peut avoir une fin, entre guillemets, si on a un objectif précis, sinon on n'en a pas. Ça peut être un jeu de coïncidence qui est sans fin, parce que quand on cherche, on trouve toujours. Et il faut mettre un terme à l'enquête. C'est absolument... c'est un sentiment très étrange, mais on sait qu'on doit y mettre fin et que presque on doit s'empêcher de faire rentrer des choses qui toquent à la porte, mais qui même et mettre des coups de pied dans la porte. Je me rappelle avoir terminé le texte et c'est tout bête. Moi, je suis très obsédé par les dates, mais je me baladais et il y a un bouquiniste et là je vois un livre qui sont le journal du deuil de Barthes et c'est dans l'édition Point. Et sur l'édition Point, ils ont mis le facsimilé d'une des pages du carnet. Et c'est 27 octobre. Le crash a lieu un 27 octobre. Tout ça est très arbitraire, mais il écrit dans cette page, c'est à propos de la mort de sa mère, puisque ce livre est consacré au journal de deuil de Barthes après la mort de sa mère. Quand mes amis me demandent comment je vais, je réponds « je marine ». Et moi, il y a tout un passage dans mon livre qui est vraiment sur les mots et verbes marins. Et je me suis dit « mince, il faut qu'il rentre. Il a sa place » et puis non. Et pas plus tard en avril, je me rends à New York, je vais voir des amis, j'y suis allé souvent, et je donne rendez-vous à quelqu'un à Grand Central Station, je lève les yeux, et je savais, je l'avais déjà vu 1000 fois, qu'il y avait ce plafond étoilé avec des constellations qui est à Grand Central Station, que un de mes personnages, je le fais passer par Grand Central Station, et je me dis, mais c'est fou, mais pourquoi? Et alors, évidemment, je regarde vite, mais c'est quoi l'histoire de Grand Central Station? C'est quoi l'histoire de ce plafond? Et là, je me dis, mais c'est fou. Donc c'est un Français qui peint, il s'appelle Helleux. Et j'apprends que la voûte, avec ses étoiles, en fait, est inversée, il y a une erreur. C'est un problème, il avait décalqué donc, un manuscrit, des images médiévales, et que c'est une erreur entièrement... en fait, ils ont dû le garder intact, mais que c'était raté. Bon sens, ouais. Et il y a toute cette image, évidemment, du ciel étoilé dedans, et que pendant des années et des années, la crasse d'un New York, qui était celui des années 60-70, a entièrement caché la voûte. Et qu'elle a été presque redécouverte, en fait, il y a une dizaine d'années. Et je me dis, mais c'est... Bon, voilà, il faut s'arrêter. Non, je voulais te dire par rapport à l'éruption du jeu, parce que c'était votre question. Moi, en lisant ton livre, je me suis vraiment demandé, parce que c'est une très belle mécanique que tu mets en place, en fait, et je me suis dit, bon, il a beaucoup réfléchi à la construction, ou il a tout simplement le génie de la construction romanesque sans réfléchir. Et quand même, au milieu du livre, à peu près, je me dis, combien de temps il peut tenir comme ça? Et c'est pile à ce moment-là que, justement, le jeu fait irruption et donne cette émotion qui... n'ont pas manqué au livre jusque-là, mais qui permet justement de mener cette mécanique jusqu'au bout, en fait, parce que ça donne quelque chose de supplémentaire, une âme à cette mécanique, en fait, romanesque. Et sans l'éruption du jeu, je pense que le livre n'aurait pas fonctionné de la même manière. Enfin, si je peux me permettre cet humble avis de lecteur. Non, mais en lisant, alors ça fait échange de bons procédés, je vais vous laisser. Et ça n'est pas pour, un peu comme si on ferait chacun la promotion du livre de l'autre, mais j'ai beaucoup aimé effectivement le livre de Jean Materne, mais aussi pour cette capacité à créer, on expliquait mon incapacité à créer ce personnage qui puisse s'introduire dans l'histoire, mais je vois la capacité que je trouve en fait courageuse. C'est-à-dire que moi, je ne l'ai pas fait aussi, alors je parlais de artificialité, mais aussi parce que si j'avais dû mener à bout la chose, il était question de courage. Il était question de courage de tenir sur le long ce jeu qui n'était pas moi. Et qui n'est en fait peut-être pas moi dedans, mais... Le doute est permis. Voilà. Mais voilà, on ne fait pas la promo l'un de l'autre, mais ce qui est très agréable avec ces rencontres, vous savez, c'est qu'on est amené à lire des livres d'écrivains qu'on n'aurait pas forcément eu le temps ou l'idée de lire, et c'est vrai que quand on a le plaisir après d'aimer le livre et de se retrouver en dialogue, on a juste envie de le dire. Est-ce que vous seriez d'accord pour dire... Parce que quand j'ai refermé vos deux ouvrages, je me suis dit finalement que tous les deux, vous aviez aussi replacé le non-anonyme au cœur de l'histoire.
Est-ce que c'était une volonté de départ? Est-ce que rétrospectivement, vous êtes dit... le non anonyme, c'est-à-dire que quand on est assis à l'école, on nous raconte l'histoire et c'est quelque part, Oui, moi je pense que c'est aussi indigeste, on n'arrive pas à l'intégrer parce que c'est anonyme, c'est distancé de nous, on ne suit pas forcément un personnage. Là, dans le livre de Jean Materne, l'histoire d'amour, je ne veux pas dévoiler, donc j'en dis pas trop, et la tension érotique, l'histoire d'amour qui se joue dans ce livre-là est juste phénoménale, elle a une place incroyable, mais du coup, moi, né en 77, etc., je prends conscience, au-delà de tout, ce jour-là, de ce qui s'est passé à Munich en 72, parce que ça devient non anonyme, parce que Sébastien, parce que Sam, parce que voilà. Et vous comprenez ce que je veux dire ou... Oui, mais en fait, je pense que Jean Materne sera bien mieux placé pour répondre à ça, parce que avec ce que vous signalez, effectivement, qui est au cœur du livre. Et moi, je vais répondre, et je sais, pour vous avoir entendu la définition que vous donniez de cette forme donc de non anonyme, que je ne suis pas là-dedans, dans le sens où moi, par contre, ce qui est au cœur, c'est vie anonyme. Si vous avez redonné oui, non, mais le fait de faire un chapitre sur deux. D'accord. Ce que vous dites, alors c'est bon. Alors du coup, on est dans la même idée. C'est ça. Oui, ça préexiste. Tout à l'heure, je disais que ce qui préexistait à l'écriture du roman, c'était la volonté d'écrire sur le destin et le hasard. Ce qui préexistait aussi, en tout cas dans mes lectures, parce que des lectures vous nourrissent et vous donnent non pas envie de faire la même chose, mais de voir qu'à l'intérieur se joue un enjeu que vous aimeriez vous aussi porter. Et une lecture m'a vraiment marqué avant l'écriture de ce roman, et quelques années avant, qui était un livre de Charlotte Delbo qui s'appelle Le convoi du 24 janvier. Et ce livre de Charlotte Delbo, en quelques mots, Charlotte Delbo a été arrêtée pour faits politiques et via un convoi, via Romainville, a été envoyée dans les camps de la mort, dont elle est revenue. Et elle a décidé de raconter, au retour des camps, le destin de toutes ces femmes qui étaient ce jour-là dans le convoi. Et c'est un travail titanesque de recherche qu'elle a mené avec les survivantes. Et elle travaille avec... sa méthode est donc évidemment vous avez 2 pages à peu près par victime ou même survivante. Mais au début, c'est comme une fiche d'état civil très, très froide. Et puis, il y a l'histoire orale, en fait, qui prend le relais. Ce qu'elles se sont dit dans les camps de leur vie. Et j'avais trouvé ce livre absolument incroyable, d'une force... je crois que c'est l'un des plus grands livres que j'ai pu lire, parce que il est question, justement, de ces vies minuscules, et à quel point, chacun de nous porte sa grande histoire. Je prends juste un exemple d'une vie et qui avait fini de me convaincre de cette idée que chacun porte sa grande histoire, et que finalement utiliser ce fait divers, ces 48 victimes, c'était aussi expérimenter cette théorie, que chacun porte sa grande histoire, qu'il suffit d'une attention à cette histoire. Elle raconte l'histoire d'une femme qui est donc dans ce convoi, qui a été prise aussi pour fait politique. Et cette femme était mariée au début de la guerre, et avec son mari, ils ont décidé d'entrer en résistance, tous les deux. Mais pour qu'ils évitent d'être pris ensemble, si jamais, ils décident de divorcer. Donc ils se séparent, prennent 2 appartements, et ils ne se voient et ne se parlent et ne vivent ensemble que dans une pure clandestinité, avec des habits qu'ils utilisent et qui sont séparés des autres. Et on pourrait s'arrêter là et se dire, c'est tout à fait déjà incroyable, et puis qu'est-ce que c'est que l'amour qui d'un coup, presque, on pourrait même broder sur la clandestinité retrouvée, quelque chose comme ça. Et en fait, l'histoire ne s'arrête pas là. C'est-à-dire qu'elle est arrêtée, et elle se rend compte durant l'arrestation, durant l'interrogatoire, qu'évidemment elle était prise pour une erreur de vêtements, quelque chose qui les a confondus, mais surtout que son mari, depuis le début de la guerre, a profité de la séparation de fait pour lui mener une double vie, réellement. Et arrivé dans les camps, et je trouvais la force elle transmet aux autres, comme si elle savait qu'elle ne survivrait pas, vraiment un message de malédiction. Vous le retrouverez, et il faut le retrouver, et il faut le maudire. Et je me disais, mais un romancier se serait
enfin l'imagination, en tout cas la mienne, se serait arrêtée, et encore j'aurais déjà été très content, à la clandestinité retrouvée, mais pas à cette deuxième étape. Ça c'est génial comme transition, parce que ce que je voulais dire en réponse à votre question, c'était une question plutôt d'incarnation, pas anonyme ou pas anonyme, mais plutôt je voulais que cette histoire soit incarnée. Et que, en l'occurrence, elle est incarnée par un journaliste, et ça donne aussi le regard, qui me permet de trouver le ton et le narrateur. Mais en l'écrivant, je me suis rendu compte que c'était là aussi une obsession constante, dans mes 4 livres maintenant, d'essayer de dire la petite histoire intime, ou les vies minuscules dont tu parles en faisant référence à Michon, ne s'arrête pas quand on est pris dans les filets de la grande histoire. Et l'histoire de la résistante, que je ne connais pas, qui est absolument incroyable, dit exactement ça. Parce que je suis souvent interrogé sur... j'ai même eu un prix pour le livre comme roman historique. Qu'est-ce que le roman historique et le rapport à l'histoire ? Et ça, c'est vraiment important pour moi en tant que romancier. Je crois que c'est ça, justement, notre rôle de romancier, d'apporter un regard de non-historien sur des événements comme quelque chose d'incarné. Et pour ça, il faut comprendre que les livres d'histoire qui sont indispensables, nécessaires et utiles, ils figent des événements. Et on a des images, on a des dates, on a des faits. On a l'impression que la vie émotionnelle, intime des gens s'est arrêtée ce jour-là. Et cette anecdote incroyable sur la résistante prouve que le contraire. En captivité, à je ne sais pas où elle était, Birkenau, non, elle était à Ravensbrück sans doute. Elle était peut-être plus obsédée par l'histoire de trahison de son mari que par son combat politique. Ou au moins autant, si elle a demandé à ses compagnons d'infortune de maudire son mari. Donc, moi, dans ce livre, j'essaie aussi de dire que pendant qu'une tragédie collective a lieu sous le regard du monde, sous les caméras du monde, à savoir cette prise d'otage qui se termine aussi tragiquement le 5 septembre avec 11 morts israéliens, les gens, ils continuent à vivre, à aimer, à trahir, à être préoccupés parce qu'ils ont vécu le matin du 5 septembre. Ça ne disparaît pas. Ça devient aussi la plus belle journée du monde pour un être humain. Quelqu'un, pour un être humain. Malgré toute la terreur qu'on peut voir devant les caméras de télévision, en fait. Ça, c'est très juste ce que vous dites aussi sur le fait qu'un événement historique, mais aussi dramatique qu'il soit, et pour quelqu'un d'autre, représente un souvenir heureux, une date qui, dans son histoire personnelle, est heureuse, et que le monde ne s'arrête pas. Après la publication de ce livre, j'ai reçu des témoignages divers, mais souvent, cette date apparaissait pour certaines personnes, effectivement, comme un marqueur temporel, comme une espèce de date un peu commune. Et puis, un jour, une dame, comme ça, dans une librairie, me dit « Vous savez, c'est le plus beau jour de ma vie. » Je dis « Pourquoi ?» Elle me dit « J'étais dans le train, et c'est assez drôle parce qu'elle avait Elle me dit, j'étais dans le train, j'étais une jeune fille, j'avais 18 ans, et alors elle me dit, et je m'installe dans le train et j'étais en face d'un Chinois. Et alors je me dis, mince, ça va me faire tout un discours sur les Chinois, et je sais pas, j'avais un peu peur de ça. Elle me dit, et puis j'avais peur de ce Chinois, j'en avais jamais vu, et je me dis, mince, ça tourne mal cette histoire. Et elle me fait, et puis le train fait un arrêt en gare, j'allais en Bretagne, et le compartiment était rempli de militaires. Ils descendent, ils prennent les journaux et ils rentrent dans le wagon en hurlant « Marcel Cerdan est mort, Marcel Cerdan est mort !» Ils distribuent les journaux. Et je commence à regarder, le Chinois aussi, elle me dit. Et je dis « Mince, Ginette Neveu est morte. Et lui aussi. » Et elle me dit, et j'ai rencontré mon mari. Parce que c'était le seul qui s'intéressait pas à... On avait des choses à se dire. Sardan. Enfin, un homme qui s'intéresse pas à Marcel Sardan. Voilà. Et après, on s'est mis à discuter. Il m'a invité à dîner en gare. Et elle me dit, bon, il est mort depuis, mais j'ai vécu toute ma vie avec cet homme, ce Chinois. Et il y a cette phrase, alors, c'est un peu une boutade, mais il y a cette phrase d'Ambrose Bierce qui est assez drôle, qui dit une patte de lapin peut te porter chance, mais elle ne l'a pas porté au lapin. C'est ça, c'est exactement ça. Donc ça fait impec la transition avec ma prochaine question. Vous, Adrien, vous en avez copieusement parlé depuis le début de la rencontre. Cette obsession que vous avez avec le « et si », alors effectivement, dans votre roman, alors on va prendre le plus spectaculaire, mais effectivement,
si Edith Piaf n'avait pas fait, entre guillemets, une espèce de caprice, alors vraiment j'y mets 10 guillemets, hein, mais pour garder un peu plus longtemps à ses côtés son amant, pas son mari, son amant, Marcel Cerdan, en lui disant pas, mais si, prends l'avion, parce que si tu prends le bateau, tu vas perdre du temps, on sera moins ensemble, etc. Marcel Cerdan ne mourrait pas. Enfin, forcément, il prenait pas l'avion, il prenait le bateau, etc. etc. Donc ça, Adrien Bosc, vous êtes déjà très largement exprimé là-dessus, mais Jean Materne, vous aussi, il y a du et-si dans votre roman, parce que à Munich, toute la journée, les gens suivent cette prise d'otage odieuse, en fait, et quand enfin, par le biais d'une opération diplomatique, ils arrivent à mettre les preneurs d'otages et les athlètes pris en otage dans un bus pour au moins les sortir du camp sportif et puis aller régler l'affaire un peu plus loin, à ce moment-là, alors, se trame aussi l'histoire entre les deux journalistes hommes que je ne vous dévoilerai pas, mais qu'il faut absolument lire. Et là, un fou, on peut l'appeler comme ça, passe et dit ce que le monde entier attend qu'on dise, c'est-à-dire ils sont tous libérés, ils sont tous sains et saufs. Et c'est cet incident-là, ce hasard-là aussi, qui va permettre aux hommes de vivre ce qui va être pour Sébastien un des plus beaux moments de sa vie. Ouais. Ça, c'était une découverte qui m'a permis un ressort narratif, en effet, qu'il ne faut pas complètement dévoiler, mais c'était vraiment une découverte que j'avais faite parce que je connaissais à peu près le déroulement de la journée et le résultat tragique, à savoir la mort des 11 athlètes israéliens. Et je ne savais pas qu'en effet, à minuit et quelques minutes passées, à la fin de cette journée, un homme portant l'uniforme des bénévoles des Jeux s'est hissé sur un tonneau et a fait l'annonce comme quoi tout s'était bien terminé et que les otages avaient été libérés et que cette nouvelle a été reprise par Reuters et puis par l'AFP et puis par les médias du monde entier. Et j'ai retrouvé la une du Figaro le lendemain matin, parce que c'était à minuit et quelques, donc les journaux étaient sur le point d'être imprimés. Et la plupart des journaux du lendemain matin en Occident sont parus avec la une libération des otages à Munich. Golda Meir en Israël s'est couchée en croyant que ces athlètes, entre guillemets, ont été sauvés. Et ça, c'est factuellement la seule énigme qui reste sur l'affaire de Munich. Hein, parce que je résume encore rapidement. C'est, en effet, vous l'avez dit, à la fin de la journée, sous la pression du comité olympique international, on a évacué à la fois les otages et les preneurs d'otages dans 2 hélicoptères, d'abord dans 2 bus et puis 2 hélicoptères vers Fürstenfeldbruck, qui était un aérodrome à 40 km à l'ouest de Munich. Hein, et là-bas commence une fusillade terrible qui va donc se terminer tragiquement avec la mort des 11 athlètes. Et pendant que la fusillade a lieu, en fait, voilà, cet homme déclare au monde entier que les otages ont été libérés. Et cette nouvelle est reprise dans le monde entier. Et là, j'ai trouvé une sorte d'ironie tragique absolument incroyable. Et j'ai trouvé ça aussi fou qu'aujourd'hui encore, personne ne sait qui est cet homme. C'est ça. Ni pourquoi il a fait ça. Quelle était sa motivation? Est-ce que c'était un fou? Est-ce que c'était quelqu'un qui croyait ce qu'il disait? Est-ce que c'était quelqu'un qui était dans la manipulation? Mais il a fait un mal fou aux proches, évidemment, des victimes, qui ont été avertis de l'issue favorable du drame, et qui, pour la plupart, en Israël, en effet, se sont allés se coucher. À part je fais vraiment des recherches très, très approfondies. La veuve de André Spitzer, qui était l'entraîneur des escrimeurs, elle n'a pas cru à la bonne nouvelle. Et elle a veillé toute la nuit, en fait, en attendant que son mari l'appelle. Et qu'on l'appelle ne venait pas. Et s'est dit, cette nouvelle ne peut pas être vraie, parce que sinon, André m'aurait déjà appelé. Mais la plupart des familles en Israël, en plus il y avait 2 heures de décalage, se sont couchées et ont été réveillées à 5 heures du matin avec la mauvaise nouvelle. Et il y a un autre dans mon histoire, c'est que si l'Allemagne n'avait pas été aussi obsédée par son image, l'Allemagne aurait pris des mesures de sécurité qui auraient fait que peut-être cette prise d'otage n'aurait pas été possible. Donc il y a beaucoup de finalement dans cette histoire aussi que j'ai découvert. C'est ça. Parce que vraiment ce contexte politique d'une Allemagne qui voulait revenir, ce qu'on appelait au concert des nations, mais c'était en gros 25 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale,
Et ça, j'ai vraiment retrouvé dans les médias, à la fois étrangers, dans les médias allemands, une réalité qu'on a oubliée, que 25 ans après la guerre, l'Allemagne était encore au banc des nations. Les forces des 3 grands pays étaient encore sur place, les Français dans le sud, les Américains au milieu et les Anglais au nord. C'était pas un pays comme un autre, et que le fait que le Comité olympique international décide d'attribuer les Jeux à l'Allemagne avait été très contesté. Et du coup, les Allemands et surtout les Bavarois, qui avaient une fierté particulière. Même la question de la Bavière au cœur de l'Allemagne. Bavière avait au sein même de l'Allemagne un statut particulier. Ils voulaient vraiment effacer quelque chose dans leur image et ils voulaient montrer cette image d'une Allemagne avec des danses folkloriques. Quand on regarde ces images de la cérémonie d'ouverture, on trouve ça très très kitsch, mais ça correspondait vraiment à une volonté de l'Allemagne de donner une image de légèreté. Et quand je parle de légèreté, elle était dans tous les domaines. Donc les Allemands n'ont pas écouté les agents du Mossad qui, en visite préliminaire à Munich, avaient visité les lieux, ont dit c'est un peu léger en termes de sécurité. Faut pas oublier qu'au début des années 70, il y a eu les premiers signes de ce terrorisme palestinien naissant, des premiers enlèvements d'avions. Et les Israéliens avaient peur d'un événement dramatique. Les Allemands ont dit mais non, on maîtrise. Et leur obsession était de ne pas montrer d'uniforme, donc pas de militaires, pas de policiers, pas de mesures de sécurité renforcées. Donc la clôture du village olympique était ridiculement basse et la preuve, les preneurs d'otages ont sauté dessus avec l'aide d'athlètes canadiens au milieu de la nuit. Personne n'était contrôlé à l'entrée du village olympique. Donc en fait, les Allemands, par cette obsession qui était une obsession due à leur histoire et à la psychologie collective, ont facilité le travail des preneurs d'otages. Et le fait aussi de la construction allemande fédérale entre le gouvernement fédéral et le gouvernement bavarois, les tiraillements toute la journée ont duré le 5. Ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord qui finalement avait autorité sur les opérations. Tout à fait. Et du coup, ça ne communiquait pas. Et cet échec aussi de cette communication entre les deux niveaux de gouvernance en Allemagne a fait que finalement les otages sont morts. Ce qui est une tragédie terrible pour l'Allemagne, puisque l'Allemagne avait envie d'effacer justement cette culpabilité à l'égard des Juifs. Et c'est par cette attitude qui, encore une fois, cherchait à effacer cette culpabilité qu'ils se sont rendus coupables à nouveau de 11 morts israéliens et juifs sur leur sol. C'est ça. Bon, moi, je resterais bien encore des heures avec vous, mais c'est pas possible. La rencontre se termine. Est-ce que vous diriez... j'imagine que vous êtes déjà en train d'écrire de nouveaux textes. Et est-ce que ce fait-là qui vous réunissez tous les deux sur ce plateau aujourd'hui, ce rapport entre votre écriture, la fiction et le documentaire, la grande histoire, c'est quelque chose qui a été fait et qui est terminé, ou est-ce que c'est quelque chose que vous emportez dans l'aventure encore de votre écriture? Sans rien en dire de plus, parce qu'effectivement j'ai en plus un problème de superstition tant que je ne termine pas d'écrire, mais oui, c'est au cœur en fait du travail que je mène et que j'ai envie de mener, et ça n'est pas un livre de circonstances ou un livre qui est une occasion d'essayer, en tout cas pour moi, ce rapport entre les faits et le roman. Donc oui, ça s'inscrit dans une démarche. Voilà, dans une démarche, et les autres livres auront cette couleur. Pour moi, il y a des degrés divers, en fait. Déjà, dans les précédents livres, dans le deuxième, il y avait beaucoup de recherche historique. Dans le troisième, il y avait de l'ordre de la recherche médicale, je dirais presque. Dans celui que je suis en train d'écrire, j'avais des recherches à faire parce que le roman se passera à Londres, donc il y avait d'ordre... La topographie est toujours très importante pour moi, donc je viens de faire ces recherches-là. Donc oui, j'ai un rapport aux faits historiques ou à la précision justement des détails qui je crois, qu'on va retrouver aussi dans les romans à venir. Merci à tous les deux. Est-ce que dans le public, il y a des questions? Vous avez parlé, Monsieur Bosc, d'une démarche à l'instant. Oui. Quelle est cette démarche? Vous voulez dire sur la démarche historique et le rapport aux faits et... Votre démarche dans la recherche, dans le travail que vous faites, dans le travail que vous avez fait par rapport aux livres que vous avez écrits, ou ceux que vous avez Quelle est la écrits. démarche profonde derrière de s'intéresser entre faits et romans, Exactement, par exemple? oui. Je pense que ce qui est au cœur, c'est ce que j'ai dit à propos de l'histoire et du fait que l'histoire est toujours une reconstruction, a toujours
cet aspect d'objectivité pour tous. On vous enseigne les cours d'histoire et vous vous rendez bien compte assez facilement que tout est toujours construction, soit politique, soit évidemment familiale, ou qu'il est très difficile d'atteindre ce Graal qu'est pour certains la vérité. Et ce que permet ce rapprochement et cette reconstruction de l'histoire, en tout cas par l'écriture et par la fiction et par le roman, c'est de reconnecter, de rendre raison à ce qui, je sais pas comment dire, de créer comme une nécessité entre les événements. Alors ça fait un peu démurge, mais l'histoire est hasardeuse en fait, c'est ce que je pense. C'est-à-dire que l'histoire est un peu comme à l'image de ce que dit Leibniz à propos du destin, qu'on est nous tous face à une toile et qu'on serait à quelques centimètres et que tout nous apparaît informe. Et que lui explique qu'il faudrait prendre un pas de recul pour voir une espèce de cohérence. Ça, je pense que c'est faux. C'est-à-dire, mais par contre, l'image, c'est celle que je voudrais donner au romancier, ou en tout cas à la démarche. C'est-à-dire que là où je suis maintenant, 2015, pardon, eh bien, c'est ce pas de recul sur la cohérence générale, et que j'aimerais donner une forme de cohérence générale en reliant des faits entre eux qui n'ont pas de raison objective d'être reliés, mais que je viens donner comme une image de nécessité qui rend moins absurde, en tout cas, le passé. Une autre question ? Eh bien, s'il n'y a plus de questions, je vous remercie d'avoir assisté aussi nombreux à cette rencontre avec Adrien Bosc et Jean Materne. Merci à vous deux d'avoir répondu à la question.